ça. Et je vous cache pas que mon bureau, pour travailler chez moi, quand j'étais petit aussi, c'était à peu près la même chose. Parfois, ma mère a pété un câble, elle mettait ses bras comme ça sur mon bureau, et elle écartait comme ça. Il y avait tout qui tombait par terre. L'enfer. Après, je rangeais tout, elle était calmée, moi aussi, et ça se passait bien. L'alternative, c'était que c'était elle qui allait ranger, et du coup, qu'est-ce qui se passe quand elle range? Bah, je retrouve plus rien. C'est un peu embêtant. Aujourd'hui, dans nos projets informatiques, bah, c'est un peu pareil. Quand on ouvre une solution, notre code source, dans notre IDE, on n'a pas envie de voir ça. Vous êtes d'accord avec moi? On ne veut pas que ce soit le bazar. Donc aujourd'hui, si je suis devant vous, c'est parce que je m'efforce à ce que mon code, mes solutions ne ressemblent pas à ça. Et donc quelque part, j'ai envie de dire, merci maman. Il y a un exemple que j'aime bien, c'est on est dans une boîte, on gère de la fibre optique, et on a un nouveau collègue, et sa première mission, c'est ça. Ok? Il y a plusieurs cas de figure qui vont se présenter à lui. Trois. Le premier, c'est il débranche un câble au hasard, puis il branche son nouveau client. Vous avez jamais vécu cette situation, ça arrive jamais. La deuxième solution, c'est il prend son mal en patience, je viens d'arriver, il faut que je fasse mes preuves, il range tout. Il clean l'armoire là, comme jamais, tout bien rangé au cordeau. Ça prend un peu plus de temps, tout le monde est raccordé, ça marche bien. La troisième solution, c'est la démission. Non merci, je veux pas évoluer là-dedans, ça sent le burn-out. Si ça commence par ça, par quoi ça finit? J'en veux pas. Moi, c'est Dorian Lamandé, j'ai 15 ans d'expérience. J'aimerais bien avoir 15 ans. Dans le domaine informatique, j'ai plein de casquettes. Je suis tech lead, développeur, architecte, formateur, sur surtout des pratiques de software craftsmanship. Je lis d'une tribu chez Octo. Qui connaît Octo dans la salle? Octo Technologies. Ah ouais, quand même. Donc on est organisé en tribu et je m'occupe de la partie Domain Driven Design, le DDD. On ne le verra pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la clean architecture, de l'architecture hexagonale et dans un front. C'est un peu particulier, mais vous allez voir que c'est plutôt cool. Il y a une phrase qui est affichée là-dessus et que j'aime bien montrer à mes équipes, c'est la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est un peu clivant, ça peut parfois un peu surprendre. D'emblée, j'aime bien donner de la confiance. Par contre, j'aime bien contrôler, qu'on va bien dans le bon sens aussi. Que ça parte pas en cacahuète, parce que je veux pas voir ma mère débarquer sur mes projets en disant mais c'est n'importe quoi ce que tu fais. Donc important de regarder que tout est ok. Par défaut, je sais que ça va bien se passer, mais on contrôle et on verra comment on contrôle. En bas, il y a tous mes réseaux sociaux. Il se peut qu'à la fin de cette conférence, il y ait des questions auxquelles je ne puisse pas répondre. Ça arrive. Vous pouvez me joindre sur tous les canaux que vous voulez. La personne qui dit qui n'arrive pas à me joindre, c'est pas vrai. Vous le faites exprès. Donc voilà, il y a mon Insta, LinkedIn, YouTube. Je reviendrai sur YouTube. Il y a des contenus intéressants. X, pas trop actif, et Twitch. Juste quand je joue à League of Legends, me posez pas des questions sur la cleanarchy. Là, je suis. Surtout si je suis en train de tilter, ça va pas le faire. Cette slide, ça pourrait être la dernière slide de ce talk. Pourtant, c'est la première et c'est vraiment la plus importante. La phrase qui est marquée, c'est la phrase que je voudrais que vous reteniez à la fin de ces 50 minutes ensemble. C'est isoler, c'est gagner. On pourrait le répéter, mais ce serait un peu bizarre. Isoler, c'est gagner. Les deux architectures que vous voyez sur cette slide, il y en a peut-être une des deux que vous avez vue dans un talk tout à l'heure dans la salle plénière. C'est la clean architecture. OK, en haut à gauche. Et en bas à droite, on a l'architecture hexagonale. Il en existe d'autres. Et tout le principe de ces architectures, tout le but, c'est d'isoler
le métier, isoler la valeur business, isoler les règles. C'est vraiment ça ce qui est fondamental dans ces deux architectures. Et on va revenir un petit peu en détail sur chacune de ces architectures. La première, c'est la Clean Architecture, inventée par Robert Cecil Martin en 2012. Donc c'est pas le bouquin, c'est un blog de post, un post de blog plutôt, en 2012. Donc c'est pas hyper nouveau, c'est un peu tendance en ce moment, mais moi ça fait 8 ans que j'en parle déjà. Et après il a fait un bouquin en 2017 que je vous recommande absolument pas si vous connaissez pas la Clean Archi. Parce que dans ce bouquin, il parle de la Clean Architecture en page 200. Donc c'est long. Et j'ai lu plusieurs fois et il y a des trucs que je comprends toujours pas. Bref, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit on a des cercles concentriques, on peut dire un oignon aussi, mais cercles concentriques c'est bien. Et plus on va au centre du cercle, plus on se rapproche de la valeur métier. Ce qui veut dire que nos règles de gestion de notre application, elles se trouvent dans ce qu'on appelle les entities. Je pourrais faire un talk d'une heure juste sur ça, mais je vais prendre un petit peu des raccourcis pour aller plus vite, parce que sinon on n'a pas le temps. On va retrouver quatre choses, quatre éléments dans la clean architecture. Le présenteur, comme son nom l'indique, il s'occupe d'avoir des règles de présentation. Il va transformer un objet du domaine métier en quelque chose de présentable, lisible par un utilisateur. Dans le cas d'un front, dans le cas d'un back-end, souvent on a un objet et on le transforme en un JSON, par exemple. Le use case, cas d'utilisation, on trouve aussi dans la littérature le nom de Interactor. Ça vient de l'architecture Viper. Est-ce qu'il y en a qui font de l'iOS dans la salle? Zéro. Ils sont où les développeurs iOS? Bref, donc Viper, si vous voyez ça. Lui, il va orchestrer les règles, il va orchestrer les différents layers, faire appel aux présenteurs, aux repositories, aux entités. Vous verrez ça tout à l'heure, il y aura des exemples parlants. Et enfin, on va retrouver une autre couche qui est ce qu'on appelle des repositories. Ce n'est pas le pattern repository qu'on peut retrouver dans les design patterns, c'est pas ça, ça a été un peu un abus de langage, c'est vraiment de l'accès à la base de données, mais c'est pas forcément des CRUD, donc pas forcément le pattern repo au sens architecture, design pattern du terme. Donc ça, c'est ce qu'il nous présente. Ah oui, j'ai oublié, Robert Cecil Martin, oncle Bob, pour les intimes, c'est un développeur, et il a été co-signataire du manifeste Agile. Je fais une petite parenthèse là-dessus. Qui connaît le manifeste Agile? Pas mal, à peu près la moitié, un peu plus. Qui sait qu'il y a deux parties dans le manifeste Agile? Oh, plus personne, non. C'est vrai? La première partie, c'est pas la plus intéressante. C'est la partie 2 avec les 12 principes du manifeste Agile. Les 4 valeurs, c'est pour les PO, les product managers, tout ça. Laissez les travailler avec ça. Nous, les devs, ce qui nous intéresse et ce qui a intéressé Oncle Bob et après la deuxième personne qui a fait l'architecture hexagonale, c'est vraiment les 12 valeurs. Je vous invite à reparcourir ça et vous verrez qu'à la base, l'agilité, c'était fait par les développeurs pour les développeurs. Les PO, ça, ils se sont appropriés. On reviendra sur les PO après. En bien, évidemment. Le flow, comment on traverse l'architecture? Bien souvent, on part d'une page web, on arrive sur des contrôleurs, le use case des entities, et on ressort par des gateways, et souvent, c'est un commit en base de données. Très souvent, c'est ça, 80% du temps, c'est ça. Il est bizarre ce truc-là, c'est bizarre ce que tu nous dis, Dodo. Vous pouvez m'appeler Dodo. Parce que si je fais ça, mon front, il affiche rien, en gros. C'est-à-dire que je parcours l'archi, mais mon interface, là, si je suis ça, ça se met pas forcément à jour. Vous avez raison. On verra comment on fait. La deuxième partie, c'est l'architecture hexagonale. Alors lui, il est super, je l'adore. C'est Alistair Cockburn. C'est comme ça que ça se prononce. Ouais, je vous vois venir, je vous ai vu. 2005, donc c'est encore plus ancien que la clean architecture. Donc les architectures pour isoler le métier, tout ça, ça date pas d'hier. Hein. On est en 2025 déjà.
Ça a 20 ans. Incroyable. Qu'est-ce qu'il propose, lui? Lui, il dit, bah, au centre, on met application. Moi, j'aime pas trop ce truc application, parce que c'est pas toute l'application, c'est vraiment des features du domaine, un bout de l'appli en tant que tel, l'exécutable, on va dire, le front, mais ça va être vraiment un domaine fonctionnel. Et il nous dit, bah, c'est simple, à gauche c'est le client side, à droite c'est le server side, puis il y a des ports et des adapteurs. Ok, merci Alistair, c'était sympa. Aussi signataire du manifeste agile, un autre développeur. Et j'ai un collègue qui est plus chez Octo maintenant, qui l'a rencontré. Et il dit, moi c'est cool, j'ai regardé tes confs, machin, tu parles de l'archi hexagonale, mais qu'est-ce qu'on met derrière les ports et adapteurs? Et je vous promets que c'est vrai, il dit I don't care. C'est pas mon problème. Ok? Tu te débrouilles. Je dis, moi je fournis ça, tu vas voir, ça va bien marcher, mais ce qu'il y a à l'intérieur, franchement, tu te débrouilles et fais-toi confiance. Bon, ok, on repart avec ça. Dommage, c'était cool, il a pu lui serrer la main et tout, c'est super. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Ouais, des ports, des adapteurs, une application, et dans l'implémentation de l'application, donc l'adapteur de gauche, on va retrouver des règles d'application métier. Ok, on joue avec ça. J'aime bien comparer cette architecture à un mur. J'en vois pas ici des murs qui m'intéressent, mais des murs avec des prises de courant. Prise de courant, c'est facile, le contrat d'une prise de courant, du port, de l'interface, c'est deux trous, une masse, et ça fournit du 220. Donc, je peux brancher un ordi, un sèche-cheveux, un lave-linge, une télé, une console, ce que vous voulez, un ordi, je l'ai déjà dit, un ordi, tu te répètes. Ok. La prise de courant, elle n'est pas au courant de ce qui est branché dessus. Ok. Vous l'avez? Ça marche? J'aime bien celle-là. Et bien dans le code, ça va être pareil. On va brancher des trucs dans le code, mais on ne sait pas vraiment ce que ça va être derrière. Ça va être beaucoup plus clair après. Le flow, bah là c'est pareil, vous vous doutez bien, client-side à gauche, server-side à droite. On est transversal, tout se passe bien. On finit encore côté serveur, donc bah, côté front, ça nous arrange pas trop. Il faudrait revenir un peu côté client. Et le collègue dont je parlais tout à l'heure, il a dit, mais en fait, est-ce qu'on peut pas un peu prendre le meilleur des deux mondes? Donc Christophe, Bréaré Girardin, alias CHBG. Il y en a qui connaissent Christophe dans la salle? Ok, c'est pas grave. Il a dit, bah, on va faire, j'aime bien les références de vieux du coup. On va faire une fusion et on va prendre le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on va avoir des ports et des adapteurs et on va mettre une clean architecture dedans pour tout bien ranger. On pense à maman, tout bien ranger. Et quand maman elle regarde le travail de son fils, elle dit ah, super, je comprends pas ce que tu fais, mais ça m'a l'air bien clean. Donc il invente ça. Et à droite, vous avez un vrai projet de production sur lequel j'ai travaillé. Et quand vous ouvrez la solution, dans NTG par exemple, c'est vraiment comme ça. On voit directement les fonctionnalités de l'application. C'est du web. Ça se voit pas, mais c'est du web. Donc par exemple, s'il y a un problème dans le chargement d'un profil utilisateur, bah, on voit il y a un domaine profil utilisateur, il y a un use case chargé profil utilisateur. Peut-être commencer à investiguer de ce côté-là. Ça porte un nom. En type d'architecture, est-ce que vous connaissez le nom? Il y a des trucs à gagner. Non, c'est vrai. Commence par un S. C'est une architecture criante. Ça s'appelle la Screaming Architecture. Ok. Et ça, c'est bonheur. Hein. Vous êtes nouveau sur un projet où vous onboardez quelqu'un. Franchement, c'est super agréable pour la personne qui arrive, qui ne connaît pas bah, la stack, qui ne connaît pas le projet. Et c'est une super doc aussi. Comme j'ai pas le temps de rentrer en profondeur dans la cleanarchy, vous pouvez scanner ce magnifique QR code. Christophe en parlait en tout cas, à Sonytech il y a quelques temps maintenant. Ça dure 50 minutes. C'est que de la cleanarchy. Instant pub pour lui. J'espère qu'il me payera une bière pour ça. Vous n'avez pas eu le temps. Il y aura le replay peut-être. Si vraiment au bout de 50 minutes vous en voulez encore, ouais, j'adore ça, je vais en bouffer.
On en parle pendant 2 heures sur un live Twitch, parce que j'animais, j'ai plus trop le temps en ce moment, une chaîne qui s'appelle Instant Coding. Il y a plein de thèmes et on parle pendant 2 heures sur la clean architecture et l'architecture hexagonale, pardon. Il y a du code aussi dedans. Là, c'est pendant 2 heures. Là, je pense que vous êtes bien après. Ça, c'est la slide qui fâche. Qui fait du front ici? Merde. Commencez pas par choisir des libs quand vous commencez un projet. D'accord? À la limite, le framework de rendu, React, Vue, j'en passe des meilleurs. Ça, ok. Mais des petites libs, je sais pas, parce que vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez vu un truc qui est sorti, vous avez envie de l'essayer et tout. En fait, c'est pas ça la valeur de votre projet, la valeur de votre produit, la valeur du front, en définitive. C'est vraiment pas ça. Évidemment que les libs, à un moment donné, on va peut-être en avoir besoin pour traiter des dates, pour faire des appels HTTP, pour faire des animations, peut-être, et encore. Pour faire du CSS, ne faites pas ça. Euh, Bref, la valeur du front, finalement, c'est la partie du code où on va retrouver les règles fonctionnelles, c'est la représentation graphique du métier, mais aussi et surtout, c'est assurer une expérience de qualité à vos utilisateurs. Vous avez beau avoir la plus belle stack du monde, si votre produit ne marche pas ou il est casse-pied à utiliser, bah, le service il n'est pas rendu et finalement vous avez fait tout ça pour rien. Pas pour rien, mais au final ça marche pas et c'est frustrant pour tout le monde. À la fois le client, l'utilisateur, vous. Donc, on veut un truc qui fonctionne bien et on réfléchira aux librairies après. Vous pouvez construire un front sans lib, sans store, sans truc comme ça. Ça va bien marcher et vous reculez. Le but, c'est de reculer le plus longtemps possible la décision sur quel framework je vais utiliser, quel lib va m'être utile pour mon projet. On essaye de rester le plus natif possible. Parce qu'après, ça pleure pour les montées de version. Angular 2, 3, Vue 2, Vue 3, classe composante, tout ça. Alors, si on parle du flow, donc il y a plein de développeurs front dans la salle, j'ai vu. Qui fait du Vue? Ah ouais? Bah alors. React? Ouais, ok, ça va. Autre? Comme Vue. Faites du Vue du coup. Bon, toutes les Vue React, ça marche à peu près de la même manière. Donc là, sur le projet sur lequel j'étais, on avait nos composants Vue avec à l'intérieur de l'HTML, du TypeScript, pas de JavaScript. Ça va pas nous servir pour ça, le JavaScript. Qui fait du JS encore aujourd'hui là? Les irréductibles, ok. Et le TypeScript, qui en fait? Ah ouais, ça marche. Les objets, ça, les classes, les interfaces. Ok, hein, on y va, hein. C'est bien la PO, programmation orientée objet. Donc on va avoir notre composant vue, on va faire une fonctionnalité, une features, on va utiliser donc un use case, et on y va. Fondamentalement, à un moment donné, on va devoir appeler un back-end. J'ai jamais vu un front-end qui marche tout seul dans son petit coin, et puis on fait CTRL F5 et on a perdu toutes les données puisqu'il n'y a pas de persistance, tout ça. Ok, donc très rapidement, on a besoin d'une API. Le cas que je présente ici, c'est pour le site sur lequel vous verrez tout à l'heure des impressions écran. On récupère une liste d'articles, au sens article de presse, par exemple. Ok. Donc avec du contenu, un titre, etc. Et au début, bah, ces articles, pour aller très très vite, c'était du JSON mis dans un back-end. Donc bah, sur le front, on fait le use case, on appelle le back-end, on récupère la liste des JSON, on l'affiche sur le front, tout se passe bien. Sauf que bah, les personnes qui étaient en charge de rédiger les articles, c'est pas hyper cool d'aller faire des PR sur le repo du back-end, que le dev back-end regarde ou pas la modification sur les articles, commit, met en prod, et l'article arrive.
La boucle de feedback, déjà, elle n'est pas géniale. Et si on veut faire des corrections sur des coquilles d'articles, c'est pas génial. Donc là, on s'est dit comment on fait. Mon client il est venu me voir, il fait: Ah, j'ai une super idée, on va mettre un CMS. Je lui dis: CMS, c'est c'est pénible souvent les CMS. Et je me suis dit: Ah, en fait, c'est peut-être une bonne idée. On pense à la prise de courant. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre le back-end d'à côté, et puis hop, je vais rebrancher un autre truc sur le même port. Ok? Comme j'ai pu cloisonner, parce que isoler c'est. Ouais, on va le refaire. Isoler c'est. Voilà. Je mets un adapteur sur mon port, le CMS. Tout mon modèle objet que j'utilise dans mon use case, c'est exactement le même. J'ai rien eu à changer. C'est-à-dire que mettre en place le CMS, coder le truc, ça m'a pris 20 minutes et pas 20 jours. C'est sympa, non? Ça marche bien si, comme je dis, on isole bien notre domaine et surtout qu'on n'utilise pas les objets du back-end jusqu'au front-end. Parce que là, c'est la cata, il faut tout réécrire. Ok? Alors que si on met un petit mapper qui va transformer les objets du back-end vers nos objets à nous qu'on maîtrise, on contrôle, on les nomme bien, on sait ce qu'on fait, ben on fait la même chose côté CMS. Il peut avoir le payload qu'il veut. À la fin, j'aurai bien mon bel petit objet article avec mes propriétés et tout le monde se porte bien. Le deuxième avantage de ce truc-là, c'est l'orga d'équipe. Une équipe fait le back d'une fonctionnalité, de récupération des articles par exemple. Une équipe fait le front. Et les deux équipes, surtout sur un projet nouveau, vont bosser en parallèle. Donc peut-être qu'il y a une équipe qui sera en avance. Souvent, c'est les fronts qui sont en avance. Ça permet que le back nous paye des bières parce qu'ils sont en retard. C'est important. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Du coup, je me suis perdu. Voilà, le back-end. Donc l'équipe back-end fait la feature en même temps que le front-end. On peut faire un petit port en mémoire, un adapteur pardon, en mémoire qui va servir les articles. Dès que le back-end est prêt, on refait un adapteur pour le back-end, on branche et tout se passe bien. Et ça pète pas parce qu'on a bien isolé. Deuxième cas de figure, on peut avoir du stockage sur le front, les fameux stores. Les fameux stores. Et sur ces stores-là, on ne veut pas de règles métier. Hein. Store, c'est stocker. On stocke de la donnée, on met à jour des stores. Je ne veux pas avoir de règles. J'irai voir vos repositories, enfin vos guides, tout ça. J'ai vu un projet sur lequel j'étais arrivé et je vous promets que quand on appuyait sur un bouton, il y avait 4 stores qui se mettaient à jour, mais en chaîne comme ça, pour aller mettre à jour après un autre composant. Évidemment, il n'y avait pas de test là-dessus parce que personne s'est aventuré à poser des tests unitaires là-dessus. Donc non, on stocke, c'est comme un repository. On stocke ça dans un store, du Pinia, du Vuix, plutôt Pinia maintenant. Et ça va bien se passer. Donc on implémente ça et après, bah, si vous l'utilisez Pinia, vous le faites. Si vous utilisez un fichier JSON, vous le faites. Si vous utilisez un cookie, vous le faites. La tech, c'est vraiment last minute. C'est vraiment très important. Euh, sur YouTube, dans Instant Coding, je fais un petit talk sur baisser vos stores, il va faire chaud. C'est plus trop l'été, mais si vous voulez voir de quoi je parle vraiment sur les stores, vous pouvez aller regarder ça. Et enfin, on a la couche présenteur, et là, ça va être primordial côté front. C'est-à-dire qu'on va ressortir côté client, et une fois qu'on a bien notre article designé, on va le transformer dans une couche de présentation et prévenir notre composant. Ça y est, mon gars, les datas sont prêtes, affiche-les. Voilà un petit peu le flow d'utilisation. Est-ce que ça marche pour un front web? Si ça marchait, si ça marchait pas, je serais pas ici devant vous pour présenter le truc. Donc oui, ça marche. Ça, c'est le site jagi.beta.gouv.fr. Il ressemble plus du tout à ça. Il y avait trop de changements d'UI à chaque fois pour que je refasse les slides, donc c'était
C'était un peu pénible. On avait une refonte tous les 2-3 mois. Et je suis resté 2 ans et demi sur le projet. Je vous laisse faire le calcul. Là, on a des articles et des quiz. En l'occurrence, ici, ben, on a les deux. Comment ça se passe dans la vraie vie? Donc, je vais avoir mon composant vue, coach recommandation, avec une propriété dedans qui va prendre mon view model. Le view model, il est construit par le présentateur et en fait, c'est l'objet qui va représenter la vue. Qui a fait du MVP? Un petit peu. Du MVVM? Un peu plus. Bah, c'est exactement le même principe. Dans la partie script de mon composant, je vais avoir 80% du temps le même code. C'est-à-dire, j'instancie mon use case, je lui passe un adapteur, pardon. 80% du temps, c'est un truc Axios. J'aime bien suffixer avec la technologie que j'utilise, donc là, Axios. Le présenteur, et la petite fonction en bas, c'est la fonction qui va prévenir le composant que mon vieux modèle est prêt pour l'afficher. Fastoche. Fastoche aussi pour les développeurs qui commencent ou qui arrivent sur ce projet, parce que souvent ils font par mimétisme. J'ai vu ça, je peux le répliquer, et ils ne sont pas perdus parce que vraiment, je vous assure que dans 80% du temps, côté front, ça fonctionne. Donc, si on rentre dans le HTML, il y a plein de trucs CSS. J'ai horreur du CSS, je suis nul en CSS. Donc ça m'arrange bien quand il y a des archis comme ça, parce que je peux me concentrer sur le métier, sur faire du code propre et tout. Le CSS, c'est une tannée, hein, parce que moi je mets en 1 heure, ça prend 2 minutes pour mon collègue, ça me dégoûte à chaque fois. Mais bref, chacun son, son domaine d'expertise. Bref, dans le view model, on avait un titre, par exemple, de recommandation. Et bien simplement, en templating ici, je vais avoir un petit getter et bah, le titre va s'afficher. Il n'y a pas de fioriture. On ne retransforme pas le titre en quelque chose d'autre. D'accord? On va avoir aussi le nombre de points que rapporte le fait de lire cet article. Et là, il y a un problème. Ici, il y a un problème parce que sur mon router link, il y a une propriété title pour l'accessibilité notamment. Et là, je pense, donc c'est un extrait de code de prod, hein, on est passé un peu à côté. Quelqu'un, peut-être moi, a eu la flemme de créer une propriété dans le viewModel, qui pourrait être title ou accessibilité titre, par exemple, qui ferait cette concaténation entre le libellé et le titre. Et du coup, bah, mon front, il serait redevenu un peu bête. Il aurait juste pris cette propriété. Ça peut avoir une conséquence, je ne vais pas dire désastreuse, mais un peu gênante si c'est trop répété. C'est que si on ne pose pas des tests unitaires sur les composants et on ne veut pas le faire parce que les composants ça change, en tout cas dans mon cas, très souvent, et mettre à jour ces tests-là, c'est un peu pénible, bah on passe à côté d'une règle ici de présentation qui n'est pas testée. Ok? Donc ça on ne le fait pas. Le use case. Le use case, il a une grande règle d'or. Donc l'orchestrateur. C'est dans les imports, il devrait y avoir que des ports, pas d'adapteur. Le use case, il parle uniquement aux prises du mur. Il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il sait qu'il va récupérer quelque chose, genre les articles de tout à l'heure, mais il ne sait pas comment. Et c'est pas son job. Lui, il orchestre les appels et c'est tout. Dans vos use cases, dans le même fichier, si ça vous arrange, vous pouvez mettre vos entités. Alors là, on a depuis que j'ai créé ce deck de slides, on a un peu changé. On utilisait beaucoup les interfaces en TypeScript. Maintenant, on utilise plutôt des classes parce qu'on va les remettre des règles métiers à l'intérieur. Si vous n'avez pas forcément de règles métiers sur vos entités, c'est pas très grave, vous pouvez faire ça. Mais essayez de créer des classes avec des méthodes à l'intérieur, c'est plutôt cool. Donc ça, c'est l'objet du domaine que je vais manipuler, qui sera transformé après par le présenteur. Donc là, un use case, c'est pas très compliqué non plus, et dans 80% des cas, on aura ce code-là, c'est-à-dire
donc un constructeur, donc en orange on retrouve les ports, une méthode execute avec éventuellement des paramètres, un appel au repository, là c'est pour avoir les recos, et une fois que j'ai les recos, je les présente. Facile. Et là il y a Jim qui est pas content parce qu'il dit mais c'est pas un peu passe-plat ton truc? Bah si un petit peu, mais pas que. Ça peut être passe-plat, mais parfois dans les use cases on a besoin d'orchestrer un peu plus de choses. Exemple. Ici, on est dans le cas où on doit répondre à un quiz. Et chez nous, un quiz, bah, soit c'est un quiz traditionnel avec questions-réponses, soit c'est un quiz qui va contenir un article. Ok? Et dans le cas où on est face à un article, il faut prévenir le back-end que l'article a été lu. Et éventuellement, on a gagné des points. Donc on publie un événement pour que le front soit au courant en disant hey, il y a peut-être besoin de faire autre chose. Aller rafraîchir les points, par exemple. Donc la réactivité de mon front, ça se fait par ce petit bus là. Si on a qui viennent tout à l'heure, juste après ce talk, à l'atelier, on va en coder un petit bus. Il n'y a pas besoin de framework pour ça. Ça marche très bien. Les composants, ils se re-rendent pas. Juste la donnée se rafraîchit et on le voit directement sur notre front. Donc en faisant ça, je ne savais pas qu'il y avait d'ailleurs un framework utilisé qui s'appelle Signal sur Vue. J'ai recodé Signal sans le vouloir. Mais ça m'a pris 10 minutes. Hein. C'est un pattern observeur-observable. Ça se fait très bien. Ah oui, j'avais détaillé. Donc, le repo, je suis face à un article, je rappelle une deuxième méthode du back-end, et je préviens mon front qu'il y a un quiz qui a été terminé. Et là, Jim, il est content. Il est devenu vert entre-temps, mais il est content. Le repository, lui, c'est le chef d'orchestre de la data. Ok. Donc là, on est côté server-side, mettez les libs que vous voulez, faites-vous plaisir. L'avantage, comme on isole un peu tout, parce que isoler c'est... Ouais. J'avais commencé par mettre Axios, et là la police du climat est venue en me disant putain Axios c'est lourd, mais plutôt Red Axios. Bon bah ok, je mets Red Axios. Et vraiment j'ai juste changé la bibliothèque et j'ai rien eu à faire d'autre que de changer la bibliothèque. Je suis juste repassé sur mes repositories, j'ai changé les imports et c'était fini. Je suis pas allé sur toutes les fichiers de mon front parce qu'il y en avait un petit peu partout, ça dégouline. Non, ça dégouline pas, on pense à maman toujours. On range. Les objets, j'aime bien les suffixer par API model, je sais que ça vient de l'API. Et du coup, bah voilà, j'ai mes objets de l'API. Toujours de la même manière, j'appelle mon API avec Axios et je map vers mon objet à moi qui va se retrouver, vous savez, dans l'hexagone, au niveau du domaine. Fastoche. C'est ça qui me permet de passer d'un back-end à un CMS, à un fichier JSON, whatever you want. Derrière, le return, ça va tout le temps ici me retourner des recommandations personnalisées. Peu importe d'où ils viennent, peu importe leur nom, ce sera toujours la recommandation personnalisée. Le présenteur, alors là c'est un peu plus petit, désolé, mais c'est parce que lui il fait beaucoup de choses pour le front. Il va transformer mes recommandations en quelque chose de visible pour les humains avec, comme je disais tout à l'heure, le view model. Donc, pardon, je vais un peu vite. On a un constructeur. Dans le constructeur, on passe la petite callback qui va permettre à nos composants de se recharger automatiquement une fois que la donnée est prête. Et on a une méthode de présentation. Je vais la détailler. On va retourner un titre, une image. Ah, et pour cette image, on voit ici que fonction de ce que j'ai dans mon objet du domaine, je ne vais pas présenter ça de la même manière. Je dois déterminer une image. En fonction de quoi? En fonction du type d'interaction. Est-ce que je charge un défi? Est-ce que je charge une KYC? Désolé pour les termes un peu métiers. Et si j'ai rien, bah, j'ai une image par défaut dans mon front. Et bah, du coup, je charge l'image par défaut dans mon front. Et là, une fois que j'ai fait toutes mes règles de présentation, j'appelle ma callback en disant bah, c'est bon, mes défis sont prêts à être chargés. Je rajoute derrière les fagots une petite méthode de filtre et je remap. Les tests. C'est important les tests.
Vous avez vu là? 3 millisecondes. Qui teste son front en 3 millisecondes? Personne. Depuis que je suis passé avec ça, je suis passé avec 1 milliseconde. J'ai fait x3, juste en changeant de machine. Non, ne changez pas vos machines si vos tests sont longs. Il y a un autre problème. Comme on est en TypeScript pur, tout ce que je vous ai montré là, à part le composant au début, on a dit que les composants, on n'aimait pas trop les tester. Comme c'est du TypeScript, ça s'exécute vraiment, 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 vraiment rapidement. Donc ici, j'ai un cas de test. Je vais prendre mon use case. Je vais lui repasser un autre adapteur qui va être une doublure de test. Donc là, c'est un mock qui va me retourner des recommandations qui m'arrangent pour tester mon cas d'utilisation. Je l'appelle. J'appelle une vraie implémentation de présenteur, vraiment celui qui sera en prod, que je veux tester. Et j'ai mon expect à la fin. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans des expects? Ici, ça peut un peu hurler. On va avoir un libellé, ça souvent tout le monde est d'accord. On va avoir une URL, je passe exprès sur ce que vous avez vu. Une image, un titre, mais aussi un style. Ça, c'était un peu la cerise sur le McDo. C'est pourquoi pas, on pourrait tester dans nos vieux modèles les classes qu'on veut appliquer, parce que suivant qu'on a un message d'erreur ou un message de validation, un bouton primaire, un bouton secondaire, etc., on ne va pas appliquer forcément les mêmes classes. Du temps est passé depuis qu'on a fait cette presse et depuis qu'on bosse comme ça. Il y a débat sur est-ce que je vais jusque-là, d'autant plus que ça couple fortement, du coup, votre view model à votre composant. Donc, on peut discuter. Alors, si je récapitule un petit peu les gains qu'on a, on peut commencer à développer alors que les API ne sont pas prêtes, ça c'est cool. Ou alors on a un outil qui tarde à arriver, etc. C'est pas prêt, mais ça ne nous empêche quand même pas d'avancer. Avoir un objet view model qui est parfaitement adapté à votre composant, mais du coup couplé. C'est un peu le trade-off qu'on a à faire cet archi. Changer l'UI de la page sans tout réécrire. On pense aux refontes tous les 3 mois. Où en fait, c'est juste le parcours qui change, mais le métier, lui, ne change pas. Donc, nos domaines, vu qu'ils sont bien isolés, c'est gagné. La testabilité, parce qu'on n'a pas beaucoup de lib et on peut ne pas relancer l'app. Des fois, je dis, j'arrive le matin, je code et je lance mon Chrome à 17h avant de partir. C'est pas vrai, hein, je fais pas ça. Lancez vos Chrome fréquemment, mais on pourrait le faire. Et l'organisation de l'équipe, voilà, moi j'aime pas trop forcément faire du CSS. Donc je peux avoir mon collègue qui est plus sur la partie design du composant. On se met d'accord sur une interface de view model. Donc le petit objet là qui va sortir du présenteur. Moi je fais toute la partie de droite avec le présenteur use case repo. Et lui, il fait la partie composant. Et c'est super. Je suis heureux comme ça. Soyez heureux, c'est important. Petit jeu, à votre avis, je crois qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, on va accélérer. Il y a combien de use cases pour faire cet écran-là? 5. Fini. Ouais. Alors 1, levez la main pour 1, 2, non, 3, 4, plus que 4. On va voir ça. Le premier, c'est le chargement de l'onboarding, ça fait 1. Le 2, c'est le chargement des missions recommandées pour vous, les recommandations, bien vu. Le 3, c'est les articles et quiz. Et là, vous allez dire, oh, c'est pas juste, je vous connais. Hop là, le score. Souvent celui-là, personne ne le voit. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on veut que notre front il soit résilient. Si l'API de scoring ne marche pas, ce serait dommage de casser tout le front et de mettre un gros truc, erreur 500, maintenance, revenez quand on aura le temps de corriger. On veut pas ça. Si l'API de scoring ne marche pas, finalement, c'est pas très grave. Le reste peut fonctionner, d'accord? Et on pourrait avoir une section à l'intérieur, même, je sais pas, les recos de défis qui marchent pas, on le masque et puis on fait autre chose. C'est pas grave, l'utilisateur, on peut le prévenir. La recommandation est disponible pour le moment, mais tout le reste fonctionne. Stratégie de test, j'ai presque fini.
Test de comportement, beaucoup, 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 beaucoup. Beaucoup, ça. Je veux en voir beaucoup dans vos repositories, dans vos guides, tout ça. Comportement, c'est use case plus présenteur plus un mock. Donc vraiment l'entièreté du truc. Ça, on en veut beaucoup avec Vitest. Test d'accessibilité, je suis sur du grand public en plus. Donc ça aussi, beaucoup. Threshold à 100. Et dès qu'on est à 99, ça pète. Ok. Ensuite, on va voir les tests end-to-end. Ok. Donc là, on va tester un peu plus notre page jusqu'au back-end. Ok. On peut moquer la partie API back-end ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Il reste deux types de tests et je vais très très vite. À votre avis, c'est lesquels? Unitaire, non, c'est plutôt comportement. Pas d'idée? Non? C'est ceux que j'aime pas. Test de composants. Parfois, il arrive d'avoir quand même des composants qui sont un peu compliqués. Bah quand même, faut les tester. Il y a de la logique dedans, on peut pas l'extraire. C'est de la logique de routing, des choses comme ça, un peu compliquées. Là, on en fait. Et les derniers, c'est souvent fait par les PO. Très peu par les développeurs, parce qu'on a la flemme. Non? C'est les tests manuels. Bah ouais, les PO, ils prennent du temps à écrire les US quand même. Faut qu'ils les recettent de temps en temps. Enfin, deuxième slide plus importante du talk. C'est pas adapté à tous les projets. Moi, j'avais pas de back for front, par exemple. Mon backend, il m'a dit, je m'en fiche que tu sois un front. Peut-être demain, il y a un mobile. Je m'en fiche que ce soit un mobile. Vous vous débrouillez à orchestrer les appels. Fine. On peut le faire. Si vous faites une application crude, create, read, update, delete, parce que vous voulez, je sais pas, avoir un front office qui affiche les données qui sont dans votre base de données en brut, faites pas ça, hein. Vous allez vous faire du mal. Et moi, je veux pas que vous ayez mal, hein. Ok. Donc c'est pas parce que vous avez vu un super talk, c'était trop bien, trop génial, on s'est bien marré, tout ça, tout ça. Non, hein. Vraiment, réfléchissez et faites émerger vos architectures. Et c'est tout pour moi. Je sais pas s'il y a le temps pour des... Si? 5 minutes. À gauche, avant de prendre les questions. Ah, je triche. Et ouais, c'est moi qui décide. À gauche, vous avez le code source de l'application, qui est open source. Le site en prod, je le répète, c'est jagi.beta.gouv.fr. Voilà, n'hésitez pas à fetcher le repo, à regarder comment c'est fait, à m'envoyer des messages si vous trouvez qu'il y a des trucs pourris. C'est plus moi qui code maintenant, mais je pourrais faire le feedback. Et à droite, c'est le feedback sur cette conférence. N'hésitez pas s'il y a des trucs qui vont pas, des trucs que j'ai dit, n'importe quoi, à mettre dans le commentaire. Je suis hyper preneur d'améliorer ce talk. Et place aux questions s'il y en a. Et personne n'a gagné de truc. Bah, si tu as gagné, comme tu es le premier à pouvoir poser une question, tu as gagné un truc. Ça marche, non? C'est faire. Salut, merci déjà pour cette présentation. J'ai cru voir que dans ton présenteur, tu avais une interface et que tu Ouais, avais une seule implémentation qui d'ailleurs s'appelle Imple. ouais, Est-ce qu'il y a vraiment une utilité d'avoir cette interface? Qu'est-ce oui, que tu fais d'autre comme implémentation ouais. sur ce présenteur? Non, t'as perdu ton cadeau. Non, je rigole. Excellente question. Excellente question. Prenons l'exemple, même dans ce site. Je sais pas si j'ai une capture là quelque part, si j'en ai une forcément. Là, je vais vite, je vais vite, je vais vite. Là. Ici, par exemple, j'ai une liste de recommandations, ok, qui est une vignette. Et peut-être que plus tard dans l'application, j'ai cette même liste de recommandations, mais avec plus d'informations. Tu vois le truc? C'est-à-dire, là, j'ai pas, j'ai une image, un titre et un tag. Il se peut, et ça arrive dans l'application, que plus tard, bah, j'ai une image, un tag, un texte. Est-ce que je l'ai déjà lu, je l'ai pas lu? Est-ce que j'ai fait des trucs dessus, etc. C'est le même cas d'utilisation. Je vais récupérer les objets recommandés pour moi, mais ils sont présentés d'une autre manière. Donc là, je débranche le présenteur, qui me sert ici, et je vais en recréer un autre pour ce cas d'utilisation spécifique. C'est le cas où ça arrive. Et ça arrive assez fréquemment, parce que sur ce projet, les designers, ils aiment bien.
Euh, Ils aiment bien prendre les objets et les présenter d'une manière assez différente. Un peu comme sur Amazon où parfois tu as une fiche article, Amazon ou autres produits e-commerce, une fiche article que tu vois dans ton catalogue et après bah, quand tu cliques dessus, peut-être tu appelles même la même API. En l'occurrence chez nous c'est la même API et tu as un peu plus de détails. C'est dans ces cas-là où tu vas avoir plusieurs implèmes de présenteurs. Tu viendras me voir à la fin, t'as gagné un truc. Une autre question? T'as même quand je dis qu'il y a des trucs à gagner, il n'y a pas d'autres questions. Ouais, j'ai répondu, c'est bon? Ouais, pardon, merci pour la presse. En fait, tu parles pas mal de découpage, Ouais, et notamment, par exemple, si je prends ton exemple du CSS, ou plus ou moins, t'aimes pas faire du CSS, ce que je ouais, comprends, et c'est un collègue qui va le faire. ouais, Mais niveau envoyer la feature en prod le plus rapidement possible, ouais. est-ce que ça cause pas des biais dans le sens où bah, tu vas développer, tu vas faire ta PR, potentiellement un autre dev va reprendre Ah ouais. ton On code. travaille sur la même branche. Ok. Ouais, j'ai entendu. Bah, en fait, vu qu'on c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. Vu qu'on travaille complètement décorrélé, donc le premier commit, on va définir le view model, le composant, etc. Derrière, vu que c'est pas les mêmes fichiers et qu'on se marche pas dessus, ça marche très bien. On n'a pas de push conflict. Oh, qu'est-ce que je garde? On va où? On va prendre un café. Ça se passe très bien. Évidemment, on commence à avoir des problèmes. Bah là où, quand on voit dans les autres archis ou quand c'est un peu plat de lasagne ou spaghetti, que ça déborde partout, bah là, on se marche dessus et travailler sur la même branche à deux développeurs, parfois même plus, je l'ai déjà vécu, c'est un enfer parce qu'il y a un copain qui a pushé, qui s'est gouré, il a push force, toi tu pulls et c'est l'enfer. Vu que là, on est bien découpé et qu'on travaille pas du tout dans les mêmes fichiers, ça se passe très très bien. C'est comme si on était sur deux branches virtuelles, mais ça se passe très très bien. Et après, bon, on communique, bah tiens, vas-y, j'ai branché, regarde si ça marche, branche-toi, c'est prêt. Si les contrats, donc les ports, sont bien respectés, il n'y a aucun problème de conflit, croyez-moi. Merci pour la question. Tu viendras me voir aussi, t'as gagné un truc. La dernière question. Merci pour le talk. On a beaucoup de Redux partout dans les fronts. Ouais, Tu le cales où dans ton archi? Moi, je l'ai beaucoup vu dans la partie domaine. ouais. Est-ce que tu la mettrais pas plutôt côté local storage? Moi, je trouve que c'est pas très compatible Redux avec ce type d'archi. Pourquoi? Parce que souvent, c'est framework first. Du coup, ça déborde un peu partout. Du coup, c'est pas très compatible. Par contre, si, comme je disais tout à l'heure, il y a déjà un BFF et tout, qu'il n'y a pas trop de règles, pour moi, c'est OK d'utiliser cette archi-là. Et vraiment, c'est beaucoup lié sur le state management, Ouais. Redux. Et là, on n'est pas du tout state management. Ok. Donc, pour moi, c'est pas hyper compatible et j'essaierai pas de faire rentrer au chausse-pied le D'accord. truc. Si tu essayes de le faire rentrer au chausse-pied, ce serait pour moi toute la partie gestion du state, etc. Tu le remplaces ça par le use case, en fait, finalement, l'orchestrateur. Bah, c'est lui qui va faire ça et tes réduceurs, ils seraient là-dedans, quoi. Ok. Ok. Du coup, même réponse pour le Signal Store Bah, d'Angular Signal ou Store, c'est un peu pire. Signal Store, on est d'accord, c'est la mise à jour des stores ouais. automatique qui fait qu'on rafraîchit les composants. Ça, moi, je le craque avec juste le pattern observer-observable, avec le petit bus là que j'ai montré très très brièvement tout à l'heure, D'accord. où mes composants ils se subscribent à ce bus qui est partagé à l'ensemble d'applications, et les use cases ils publient des événements. Les composants sont abonnés et ils se raffichent tout seuls. Donc ça fait exactement ce que fait Signal Store, mais sans toute la tuyauterie et les montées de version. Du coup, faut venir à l'atelier après pour voir la suite. Ouais, il y a que 30 places. Vous êtes un Merci. peu plus de 30. Dernière chose, une question pour vous. Est-ce que je peux prendre une photo de la salle? C'est pour justifier à mon employeur que je suis pas parti. Ah, dans l'autre sens, ce sera mieux. On fait comme ça. Tout le monde n'y sera pas. 3, 2, 1. Encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup.